Bienvenue dans ce théâtre du Nord qui nous accueille si généreusement pour toutes nos rencontres et masterclass. À côté de moi, Camille Sanson, journaliste série à Télé 7 jours, qui va animer cette rencontre avec une personnalité quand même absolument exceptionnelle. Alors je vais prendre un peu le temps parce que quand je suis quelques minutes comme ça sur scène, c'est juste le moment où je peux partager avec vous, le public, avant vous posiez toutes vos questions et que Camille fasse ça très très bien. Moi, juste l'admiration que j'ai pour les artistes, mais surtout pour quelques-uns de ceux que j'ai invités. Alors, Clémentine Célarié, c'est vrai qu'elle est venue l'an dernier, elle avait 2 séries. L'an dernier à Sérimania, elle avait Besoin d'amour et elle avait Les Randonneuses, qui était sur TF1. Je pense que certains d'entre vous ont vu cette série dans laquelle elle est absolument époustouflante. Elle est extraordinaire. Et puis, c'est aussi un personnage, Camille Célarié. Elle a eu ce prix d'interprétation féminine. Et quand elle est venue sur scène pour qu'on lui remette le prix, pour recevoir le prix, elle a fait un discours d'une humanité, en même temps avec sa fougue, sur le cancer. Elle ne s'est pas cachée de sa maladie. Elle a dû galvaniser un nombre de femmes, notamment de manière incroyable. C'est une personnalité absolument généreuse. C'est une comédienne qu'on connaît beaucoup dans les comédies. Elle nous emporte, elle est drôle. Je vous signale quand même qu'elle a commencé dans 37-2. Vous vous en souvenez du Benex ? Ah ouais. Elle était quand même, je sais pas, moi je peux le dire, mais on peut plus le dire maintenant, elle était hot quand même, hein, vraiment. Elle est toujours hot d'ailleurs, mais bon. Mais là, vraiment, je crois qu'il y a, on dit rien, mais il y a un extrait quand même, hein, et vous la verrez. Et en même temps, elle est, par exemple, là actuellement, elle est au théâtre. Elle est au théâtre à Paris, avec un immense succès sur on va appeler ça un seul en scène, où c'est un texte qu'elle a choisi, qu'elle a adapté, qu'elle a mis en scène, et où elle est l'actrice principale, parce qu'elle est la seule d'ailleurs, qui est « Je suis la maman du bourreau ». Et on imagine tous, juste on s'arrête, il y a pas mal de femmes dans la salle, être la maman d'un bourreau. Ouais, voilà, c'est quand même pas si simple que ça. Elle est la maman du bourreau, et elle est intense, elle pleure, elle exprime plein d'émotions. C'est une personnalité géniale. Et le dernier talent qu'elle a, d'abord, c'est celle d'être une amie fidèle, d'avoir comme ça, de partager ses sentiments. Et elle est aussi une chanteuse incroyable. Demandez-lui quand même de faire un bœuf à la fin. Vous verrez, c'est absolument phénoménal. Voilà, j'espère que je vous ai dit toute l'admiration et que j'ai réussi à vous faire partager toute l'animation que j'ai pour elle. Et sous vos applaudissements, merci d'accueillir Clémentine Célarié. Merci. Donc Clémentine, on est à Lille et c'est pas une ville anodine pour vous, Non. Puisque vous y avez passé une partie de votre adolescence. Oui, j'étais au lycée Carnot et au lycée Pasteur, Nananer. Et j'avais 16 ans, j'en ai 66, donc ça fait 50 ans exactement. Et c'est absolument génial. Moi, je suis pour l'âge, pour l'avancée dans la vie. Quand on a la chance de survivre à des maladies, à des épreuves, je trouve que c'est génial d'être... Je n'aime pas quand on dit « Ah, ça ne nous rajeunit pas ». Je trouve ça... Bon, voilà. Moi, j'ai vécu, ici 4 ans, et à Villeneuve-d'Ascq exactement. Et papa était journaliste à France 3... ici, le cours Lafayette, c'est ça ? Le cours Lafayette ? Bon, bref. Voilà, et donc je me souviens très bien de cette période et à chaque fois que je viens ici, je me sens chez moi et j'adore. Vraiment, en plus avec Sérimania, c'est génial, c'est la famille, c'est merveilleux, quoi. Voilà, je sais pas trop... Voilà. Et c'est ici qu'est née votre vocation pour les arts ? Oui, c'est ça. En plus, j'ai appelé maman juste avant de rentrer en scène, à l'instant, parce qu'en fait, c'est maman qui m'a amenée au théâtre. Donc, j'avais 16 ans.
Merci Camille de rappeler ça, c'est essentiel. Et donc pour moi, c'est incroyable d'être ici, dans ce très beau théâtre à Lille, parce que donc à 16 ans, maman m'a emmenée voir une pièce qui s'appelait Les Contes de la Bécasse de Maupassant. C'était dit par Gérard Guillaumat, qui est un acteur qui avait 40 ans quand j'en avais 16, donc je ne sais pas où il est aujourd'hui. En tout cas, c'est lui qui m'a... Quand j'ai vu ça sur scène, j'ai reconnu mon pays, quoi. J'ai reconnu le monde que je voulais. Je ne voulais pas être dans cette espèce de chose adulte dans laquelle on voulait m'amener au lycée Pasteur, mais comme dans tous les lycées, je voulais un autre monde, en fait. Je voulais ce que je voyais là devant moi, et c'était un monde parallèle, un monde qu'on crée, qu'on invente, et ça n'a pas changé depuis, quoi. Donc c'est vrai que c'est maman qui m'a mise dans la marmite, quoi, qui a déclenché l'espèce d'illumination, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc merci maman. Voilà. Au cours de cette masterclass, on va remonter le fil de votre longue et riche carrière. Pas trop, parce que bon, c'est chiant. Oui. Je vais revenir du coup tout au début. Votre vrai prénom est Meriem. Absolument, je m'appelle Meriem, oui, oui. Mais lorsque vous débutez, vous adoptez le pseudonyme de Clémentine. Oui, on me le donne à la radio, absolument. Ouais. Comment parce que je ris, parce que je sais pas, je suis Patrick Meyer, je fais de la radio parce que je sais pas si je pourrais être comédienne, donc je fais Radio 7, tout ça. Et puis il y a longtemps, je sais pas, ça fait 40 ans. Et puis il me dit, tu rigoles tout le temps, tiens, on va te donner un nom de fruit, remarquez. Et c'est pas pire, parce que ça aurait pu être pire que Clémentine. Je sais pas, myrtille, un truc, enfin je sais pas, banane, orange, un truc. Donc là, c'était quand même sympa. Et donc il m'a donné ce prénom, et mes intimes m'appellent Meriem, sauf mon agent, qui est mon ami, qui est ici d'ailleurs, qui s'appelle Laurent Grégoire, et qui lui ne m'appellera jamais Meriem. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais je comprends. C'est Clémentine, c'est le travail, c'est mon travail. Mais on est très intime avec mon agent, qui est mon complice depuis longtemps. Mais c'est vrai que voilà. Mais en tout cas, Meriem, oui, c'est moi, quoi, aussi. Enfin, oui, voilà. Et vous venez de le dire, on s'en souvient pas forcément, mais vous avez débuté à la radio. Oui. Est-ce que cette expérience a été formatrice et fondatrice pour la suite ? Alors oui, parce que je faisais des impros, en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai été virée, parce qu'il y a des moments où les impros étaient complètement folles. Je faisais des trucs trop délirants, trop fous, et on m'a dit, dis donc, calme-toi, machin. Donc j'ai été virée de France Inter, par exemple. Mais j'aimais bien, j'adorais écrire oralement, improviser des histoires ou les écrire à l'avance, faire des sketchs, faire des personnages un peu délirants, des trucs où je faisais des accents, des trucs. J'adorais faire ça. Donc ça m'a formé, je pense, pour écrire, pour inventer des histoires et tout ça. Sûrement. Oui. Et puis la radio, c'est merveilleux parce que je crois que c'est Orson Welles qui disait que la radio, c'est le cinéma, la radio, c'est le cinéma sans les images. C'est-à-dire qu'il y a un tel pouvoir de l'imaginaire, de tout ce qu'on peut. C'est merveilleux, hein, c'est la radio, c'est. Mais voilà, le cinéma aussi, c'est bien, l'image, c'est bien. Mais justement, quand vous avez débuté le cinéma, quand vous êtes lancé, quelles étaient vos ambitions et vos aspirations et vos modèles, si vous en aviez ? Oui, j'en avais beaucoup. Il y avait Piaf, je sais pas pourquoi. Il y avait Simone Signoret, il y avait. Et puis alors, je rêvais de les rencontrer. Alors, j'ai envoyé des lettres, par exemple, à Yves Montand et Simone Signoret pour être leur femme de ménage. Parce que je voulais les approcher. Non, mais c'est vrai. Je voulais les approcher et je me disais, non, mais bon, j'avais envoyé des lettres d'amour à Nougaro aussi, Claude Nougaro. Bon, voilà. J'avais envoyé, oui, de toute façon, ça n'a pas changé vraiment depuis, sauf que maintenant, je garde les lettres, je les mets au frigidaire. Non, mais je rigole. Mais voilà. Donc oui, j'avais des modèles aussi d'actrices américaines, mais je sais plus, ou d'hommes d'ailleurs aussi, d'acteurs. Mais je rêvais et je pensais pas du tout que c'était abordable pour moi, ce métier. Jamais, et encore maintenant, quand je fais des photos, vous savez, comme ça, et qu'on me dit, ouais, vas-y, machin, ça me fait rigoler à l'intérieur, je vous jure, tellement je me sens pas. Non, mais je me dis que j'ai une chance incroyable
Et puis de faire ces trucs, de faire la belle, devant des trucs que je faisais ici d'ailleurs à Lille, devant ma glace, en me disant que je ne serais jamais actrice, quoi. Actrice, et c'est encore pour moi quelque chose d'inabordable. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pour moi, je n'ai pas encore fait vraiment ce que je voulais faire, quoi. C'est en chemin, en fait, et c'est tout. Voilà, bon. Mais je vais consulter, hein, vous inquiétez pas. Alors, on va regarder un premier extrait. Laurence en parlait juste avant. Il s'agit d'une scène de 37,2 le matin. Ah là là. Pour lequel vous avez été nommée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1987. Papay, raisin, banane, noix de coco, abricot, ça c'est du sucré, il me faut du sel. Les amandes, ça marche, les cacahuètes. Oh Annie, bouffe. Vas-y, bouffe la mienne, bouffe. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, excuse-moi, je suis désolé Annie, excuse-moi, je regrette. Merci. Ouais, quand je vois ça, quand même, pardon, hein, je ne sais pas quelle est ta question, mais quand je vois ça, je me dis que je vais dire un truc un peu grossier, que j'avais des couilles. C'est-à-dire que je m'auto, c'est pas ça. Enfin, quand je dis ça, c'est que non, en fait, non, j'avais pas des couilles. J'étais inconsciente, je pense. Et l'inconscience dans notre métier, je pense qu'il est essentiel. Elle est essentielle. Une forme d'insouciance. En fait, c'est lié à l'enfance. C'est-à-dire que moi, quand Benex, d'abord, c'est la vision d'un réalisateur. C'est la vision de quelqu'un qui a quelque chose, qui veut exprimer quelque chose de très violent, en fait, mais de très violent dans le sentiment d'abandon. Parce que cette femme, en fait, elle est complètement abandonnée. Elle est abandonnée par son mari, donc elle ne reçoit plus d'amour, et donc elle se rue comme une bête, quoi, sur cet homme. Et en fait, c'est horrible. Et ça fait rire, c'est normal, parce que c'est horrible. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que si je devais le jouer aujourd'hui, je le jouerais différemment. Par exemple, je regarde et je vois qu'il y a des choses que je fais qui ne sont pas assez travaillées. Parce que sûrement, je n'ai pas osé aller travailler cette scène. Parce qu'elle est tellement violente que je me suis dit, je me suis jeté dans les bras artistiques, on va dire, de Benex. J'ai eu confiance en lui, mais c'était horriblement difficile de faire cette scène, évidemment. C'est très difficile parce que c'est très dérangeant, quoi. J'avais demandé à maman et papa s'ils étaient d'accord, je vous jure. Parce que j'avais 27 ans, je venais d'avoir... J'avais mon fils aîné, qui a aujourd'hui 38 ans, donc en fait, que j'allaitais, et j'avais allaité toute la journée. Il y a une autre séquence où j'allaite un bébé, qui aujourd'hui a 38 ans, qui doit être en bonne santé, parce que quand même, je l'ai bien allaité. Toute la journée de tournage, non mais c'est vrai. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que la vision, je trouve... la vision d'un réalisateur, quand elle est forte et pure, c'est très passionnant de se jeter dedans. Et Benex était un homme exceptionnel qui osait des choses. Et je trouve qu'on est dans un métier où il faut qu'on ose des choses, il faut qu'on soit dérangeant. Parce que sinon, il n'y a rien qui bougera jamais. Il ne faut pas qu'on soit dans un confort. Enfin, il ne faut pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que l'inconfort et l'impossible, c'est ça qu'il faut essayer d'atteindre dans notre métier, je trouve. Mais bon, voilà. Et vous pensez qu'un personnage comme celui-là et une scène comme celle-là aurait sa place dans le cinéma d'aujourd'hui? On pourrait la refaire? Elle aurait sa place, sûrement. Il faudrait, oui. Alors après, peut-être qu'on n'oserait pas. Moi, je pense que la liberté est essentielle dans notre lutte pour le féminisme. La liberté d'expression, de beaucoup d'expressions. Pour moi, ce n'est pas une image avilissante de la femme. C'est une femme qui veut de l'amour et qui le demande et qui se rue comme une bête sauvage sur un homme. Après tout, voilà. Mais et je trouve que c'est une liberté, c'est une forme de liberté
Mais bon, c'est une liberté de désespoir, mais enfin, c'est quand même... voilà. Alors après, je sais pas, mais il y a des choses aujourd'hui qui sont très très violentes, hein, très violentes par rapport aux femmes. Et pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui avilit une femme. Et ça dépend aussi comment c'est porté, comment c'est filmé, comment c'est tout ça. Mais après, bon. Ah bah. Et est-ce que vous êtes senti emprisonné à un moment donné par cette image de femme sensuelle? Bah oui, bien sûr. De toute façon, on est toujours emprisonné dans quelque chose, hein. Je veux dire, la société, alors on est emprisonné, d'abord on fait une femme sensuelle, alors c'est la nympho. J'allais en boîte de nuit, puis les gens disaient « Oh, c'est la nympho ». Bon, bref. Donc voilà, non, en plus cette femme n'est pas nympho, elle est en manque d'amour, elle est tout sauf nympho, elle est en désespoir d'amour. Et oui, mais c'est pas grave ça. En fait, ces trucs de se mettre dans des cases, je dis ça pour toute la jeunesse qui est là, on nous met toujours dans des cases. De toute façon, toute notre vie, et puis après vous faites un rôle, quand j'ai fait Madame sans gêne, on m'a dit ouais, mais c'est marrant, ça vous ressemble. Alors à chaque fois, et quand on vous dit un rôle vous ressemble, tant mieux, ça veut dire qu'en fait vous faites bien votre travail peut-être, puisque vous voyez, c'est voilà, on se jette dedans à corps perdu, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aime l'absolu dans mon métier. J'aime cet absolu amour, comme cet absolu rapport que nous avons. Merci d'être venu. Ce rapport qu'on a depuis un certain nombre d'années maintenant, comme une sorte de couple. Enfin. Puisqu'on a un rapport éphémère, vous voyez, mais en fait, c'est un rapport profond. Enfin, voilà, donc. Avec les rôles, c'est pas grave toutes ces cases. Il suffit de les faire péter les cases. Il faut faire péter les conventions. Il faut changer. Il faut fédérer beaucoup. Quand on est une femme, il faut beaucoup fédérer de rôles. Beaucoup, c'est vrai. C'est un combat permanent, mais c'est comme ça. Faut se battre tout le temps. Bon, voilà. On va regarder un deuxième extrait. Je pense que tout le monde le connaît, il l'a déjà vu. Il date de 1994 et c'était l'heure du Sédaction. Est-ce que j'ose? Il a de la chance, le monsieur. C'est un vrai. Et je suis sûr que dans 3 mois, elle sera toujours négative. La démago et l'héroïne et tout ça, c'était juste une envie que j'avais. Voilà. Uniquement pour que tout le monde comprenne enfin que je ne suis pas contagieux, je suis éventuellement, c'est transmissible. Ce jeune homme, Patrice Jagnot, est là ce soir avec Clémentine Célarier. Les voici. Clémentine et Patrice, venez nous rejoindre. Alors, merci, mais bon. Alors, je me souviens du jour où Laurent m'a appelé, je me souviens, mon agent, il m'a dit, mais t'as vu ce que ça... Enfin, je pensais pas que ce baiser aurait tellement de jamais... Enfin, et ça m'ennuie un peu, en fait, qu'il ait toute cette... Parce que ça veut dire que si on admire ce geste, ça veut dire que on a encore peur du VIH, quoi, du sida. C'est ça que ça veut dire. Si on dit ce geste est merveilleux, ça veut dire que... Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que... Et en fait, non, ce n'est pas un geste merveilleux, c'est un geste normal. D'ailleurs, aujourd'hui, on m'a demandé pour... là, c'est les 30 ans du SIDAction. On m'a demandé d'aller faire une émission avec Jean-Luc Reichmann au 12 coups du midi. Je crois que je l'ai faite et j'ai embrassé la directrice du SIDAction dont je savais qu'elle avait le VIH. Et c'est normal. Pour moi, c'est normal de perpétuer ce baiser. Et c'est normal, si vous voulez, de faire ça. J'entends encore aujourd'hui qu'il y a une discrimination, que par exemple, une nounou, si elle a le VIH, eh bien, les parents vont dire « Ah ben non, alors non, on préfère que pas ». Alors que le VIH n'est pas absolument pas contagieux, ni par la salive, ni par le toucher, tout ça. Donc ça, pour moi, ça sera toujours parce que ce sera long ça sera quand même long de persuader les gens de ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et Patrice Jagnot, il m'a laissé un petit texto en me disant je pense à toi parce que c'est la semaine du SIDAction. Donc voilà. Donc merci d'avoir applaudi, mais pour moi c'est absolument normal de faire ça, vraiment du fond de mon cœur, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc passons.
Vous êtes également très engagé dans la lutte contre la maladie de Charcot, sans parler de votre combat contre le cancer, sur lequel on va revenir un peu plus tard. D'où vous vient cette combativité ? Ah, je sais pas. Alors ça, c'est gentil. Je sais pas. Pardon. Je n'ai pas de réponse à tout. Je ne sais pas. Peut-être de mes parents, je sais pas. Peut-être que j'attends du monde, des êtres humains, que j'ai la foi, je sais pas, que je crois en quelque chose. De toute façon, je me dis que si, pour moi, le combat, peut-être, c'est le sens de la vie, quoi. C'est-à-dire que ne pas se battre pour quelque chose, pour un idéal, ça veut dire qu'on est mort, je ne sais pas comment dire. Après, j'ai eu sur ma route, j'ai eu la chance d'avoir sur ma route des personnes qui avaient la maladie de Charcot, par exemple, dont Thierry Bonfray, qui n'est plus de ce monde, qui est mort de la maladie de Charcot. Et c'était un cadeau du ciel. C'était Christophe Lidon qui faisait la mise en scène. Et j'avais cet acteur, ce camarade, qui était devant moi. On rentrait toujours à la fin de la pièce. Moi, j'étais derrière lui. Il me faisait passer pour un jeune notaire. C'était La Servante amoureuse au Théâtre Hébertot. Et il rentrait devant moi. Si vous voulez, j'étais debout et il rentrait là. Et donc, chaque jour, en fait, à chaque fois qu'on jouait, je voyais son corps. La maladie de Charcot, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le corps qui s'en va. L'esprit reste complètement intact et l'esprit voit, le cerveau voit ce qu'on vit. Et en fait, je le voyais de jour en jour et vraiment, et c'était difficile. Et puis, il avait de plus en plus de mal à marcher. Puis un jour, il a pas pu, alors, je l'aidais à mettre son nain. Puis un autre jour, il est tombé. Et un jour, il était en fauteuil roulant. Et en fait... le fait de vivre ça, si vous voulez, ça vous rend, solidaire de ça. Le fait de rencontrer des personnes qui ont des épreuves comme la maladie, etc., dans notre métier ou n'importe où, nous rend solidaires de par le fait. Donc, en fait... Après, on a fait un spectacle ensemble. Je ne pouvais pas le laisser tomber comme ça parce que la pièce s'arrêtait. Donc, on a fait un spectacle, on a lu des contes de Maupassant dans des églises, dans plein d'endroits. On a fait des spectacles où il était en fauteuil roulant, tout déguisé comme un trône avec Lorraine. J'ai une amie, Lorraine, aujourd'hui, qui ne peut pas être là, qui ne peut plus parler, qui a la maladie de Charcot, qui vit, enfin, si on peut dire qu'elle vit, et qui ne peut plus rien exprimer. C'est-à-dire que je ne peux même plus lui parler. Si je l'appelle, c'est l'auxiliaire de vie qui va parler à ma place, qui va essayer de décrypter. Elle peut à peine bouger ses yeux. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc, et puis, après, quand vous rencontrez peut-être des êtres comme ça, vous vous dites toujours que vous avez de la chance d'être en vie, que vous avez de la chance et qu'il faut foncer, et que donc la gourmandise de la vie et l'envie de se battre pour des choses se démultiplient. Et alors après, quand j'ai eu ce cancer et que j'en ai guéri, je touche du bois, j'en suis guéri, je touche du bois, et bien évidemment après, alors, vous êtes encore plus gourmande et tout ça, c'est des richesses qui vous sont données en fait quand vous en sortez. Quand vous vivez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est la combativité, je sais pas. Et c'est maman, papa, c'est Laurent, mon agent, c'est ma famille, mes enfants. Ah ben oui, mes enfants, c'est sûr que mes enfants, c'est le. Oui, vous voulez vivre pour vos enfants, vous voulez avancer pour eux, et puis je sais pas, c'est l'Afrique aussi, je sais pas. Je suis née en Afrique. Après, souvent, je me dis que c'est un trésor de feu, et c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être la peur du vide aussi, la combativité. Hein. Je dis pas que c'est forcément, vous voyez, je sais pas, c'est tout le temps vouloir, parce que j'ai l'impression que créer et combattre, c'est vivre en fait, vraiment. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça qui va contrer tout ce système qui veut nous engloutir quand même souvent, vous voyez. C'est ce qui nourrit notre humanité, quoi, le combat. Ça rend plus vivant, je sais pas. Bon, après, je sais pas. Puis il y a des gens qui se battent, je trouve ça admirable, il y a des gens qui se battent pour des trucs très graves. Là, aujourd'hui, là, maintenant, en ce moment, si ça se trouve, dans cette salle, il y a des gens qui vivent des choses et on le voit pas. Donc c'est eux les héros, quoi. Vous voyez, voilà. On va parler série maintenant, parce que Série Mania... Oui, de série, c'est pour ça qu'on est... de série. On va faire un bond dans le temps. En 2009, vous avez joué le commissaire Nicole Mercier dans Les Bleus, Premier pas dans la police. Non, je ris, oui, non, je... Et donc, on va découvrir un extrait. Ah oui, alors oui, d'accord, ok.
Merci, merci. Alors moi, il y a un truc dont je me souviens, il faut que je vous raconte ça, parce que, vous voyez, c'est pas assez travaillé, par exemple, pour moi, ça. C'est pas assez travaillé parce que, d'abord, il y a un phénomène, puisqu'on est dans une masterclass, moi je voudrais parler de mon métier, enfin du ventre de mon métier. Il y a un phénomène qui fait que quand on est ému, on a le trac, oui, là je vous parle comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Et quand on a le trac, on parle comme ça. On parle d'un coup, on détimbre la voix. Enfin, moi en tout cas. Et en fait, c'est ce que je fais là, et c'est pas bien, c'est pas juste. Une commissaire de police, je pense qu'elle dit pas « Écoutez, vous faites ça parce que sinon c'est pas possible ». Oui, elle va dire « Écoutez, vous faites ça parce que sinon c'est pas possible. Alors vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, ok ?» Voilà. Alors déjà, c'est la première chose que je vois. Et ça, c'est la maturité qui fait qu'on apprend ça. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il faut aller dans le ventre, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il faut... voilà, et ça c'est le trac qui fait qu'on est comme ça, on parle comme ça. Et puis un petit côté aussi, je veux paraître peut-être, je sais pas, quelque chose que je... Oui, n'importe quoi, bon bref. Donc, et là, il y a un autre truc que je faisais là, dans une séquence, ça me rappelle ça, c'est que il y avait une séquence où on était en voiture à fond, puis donc moi je suis commissaire, puis j'avais un flingue et tout, puis je devais sortir de la voiture et je devais tirer sur un gars, quoi. Mais quand j'ai vu ce truc, mais c'était nul. Pourquoi c'était nul? Parce que j'étais encore à jouer aux cow-boys et aux indiens de quand j'étais petite. Vous voyez, c'est-à-dire que je sortais de la voiture complètement excitée d'aller tirer sur... Non, mais je veux dire, non. Enfin, une commissaire de police, elle sait ce que c'est qu'être commissaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui font quelquefois un flic, par exemple, ça se travaille. On travaille. Il faut le faire. Et c'est vrai que souvent, quand on tourne même des séries, tout ça, on travaille pas assez. Mais bon, voilà. Alors, je vous laisse. Voilà, je voulais juste dire ça. J'étais là, je sortais de la voiture, j'étais là, machin, enfin un truc. J'étais complètement débile, quoi. J'étais cow-boy comme quand j'avais 16 ans, quoi. Voilà, c'est tout. Je finis. C'est un petit cours en passant pour les jeunes comédiens. Oui. Mais c'était une époque où les séries n'avaient pas encore leur lettre de noblesse. Non, leur essor actuel, absolument. Et du coup, est-ce que cette nouvelle étape de votre carrière, c'était votre premier rôle récurrent? Est-ce qu'il s'était fait cette nouvelle étape de votre carrière, oui. C'était votre premier rôle récurrent? Oui, enfin je passais là. Et puis alors là, je passais. C'était un début de truc. Et j'aimais bien cette série parce qu'elle était marrante et voilà. Mais c'est pas un truc qui m'a marqué. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je veux dire, ça m'a marqué parce que j'ai aimé le faire, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et vous vous souvenez de votre collaboration avec les jeunes acteurs? Parce qu'on a vu Nicolas Gobe, Élodie oui, Yung, j'adore, bien sûr. Raphaël Langlais. Maintenant, on les connaît tous. Bien mais sûr. À l'époque, ils débutaient. Oui, bien sûr. Bah, moi aussi. Non, je rigole. Mais oui, non. Je me souviens très, très bien d'eux et j'ai retrouvé Nicolas d'ailleurs dans une autre série et tout ça. Non, c'est des super acteurs et je les embrasse. Et non, c'est très important la qualité des acteurs, évidemment. C'est l'essentiel de toute façon. Et vraiment, c'est l'essentiel. Un acteur qui travaille, qui en profondeur, je veux dire, voilà, c'est vachement. Les partenaires, c'est eux qui nous font en fait. C'est eux qui font que quelque chose qu'on va dire va être vrai parce qu'il est reçu, il est renvoyé. Enfin, l'écoute dans notre métier, elle est essentielle en fait. On se rend pas compte quand on est jeune acteur. En fait, il y a un truc à faire d'abord, c'est écouter. Mais même moi, je le fais pas au début parce qu'on est inquiet par soi-même de son propre résultat. En fait, on a peur. On veut faire bien. Donc en fait, on n'écoute pas l'autre, alors que tout est dans l'écoute de l'autre. Enfin, c'est incroyable. Dans la vie, on écoute. Si on n'écoute pas, on peut pas répondre. Enfin, vous voyez, on peut pas réagir, on peut pas. Enfin voilà. Bon. Avant de vous poursuivre sur votre carrière à la télévision, on va faire un aparté sur le théâtre qui a rythmé votre carrière depuis le tout début. Revenir sur les planches régulièrement, être au contact du public, c'est une manière de se ressourcer en tant qu'actrice? Plus que ça. Le théâtre, c'est vraiment l'école du travail dans le sens de l'artisanat de l'acteur. C'est-à-dire, tu vas tous les jours au théâtre, tous les jours à la même heure, toute ta journée est complètement faite pour ce moment. Ce soir, je ne joue pas, sinon je ne serais pas là. Ce soir, je ne vais pas pleurer. Youpi! Non, parce que je pleure dans la pièce, donc beaucoup. Et en fait, c'est un vrai
c'est une discipline comme le sport, en fait. C'est un vrai truc, surtout quand on a un rôle lourd. Il faut toute sa journée, on ne peut pas avoir trop d'émotions, faire trop de choses, parce qu'il faut se garder pour le soir. Et puis, comme on répète quelque chose, en fait, on creuse un puits, quoi. On creuse un trésor, on le creuse, on cherche. C'est comme si on cherchait la pépite, mais en fait elle est là, mais on en veut d'autres. Il faut tout le temps, et ça nourrit. Non seulement ça nourrit, mais c'est l'apprentissage de ce métier. Moi, j'ai beaucoup appris dans Madame sans gêne. J'ai énormément appris. Philippe Huchon, qui est un acteur génial, qui joue beaucoup dans les films de Dupontel, m'a dit, tu vois, il me disait ça sur scène. Il me disait, par exemple, que si je vous parle à vous, par exemple, si je vous dis, il y a un oiseau là-bas. Non, mais il y a un oiseau qui passait à l'instant. Bon, je fais une expérience. Vous êtes pas retourné, mais vous n'y croyez pas parce que vous pensez pas qu'il y a un oiseau. Mais n'empêche que... salut, je reviens tout à l'heure, je te parle tout à l'heure, parce qu'il y a quelqu'un que je connais là-bas, de mon lycée, etc. Bon, bref, là, je sais pas, je vous ai perdu, mais n'empêche que si vous croyez quelque chose, si vous visualisez quelque chose, quand vous racontez quelque chose, si vous y croyez, parce que là, on n'est pas dans une situation de spectacle, on est dans une situation d'échange. Et d'ailleurs, j'ai hâte aussi que vous me posiez des questions, mais j'aime beaucoup les vôtres. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, mais tout va bien. Mais tout va bien, vraiment. Mais c'est juste parce que le contact. Mais voilà, c'est-à-dire qu'au théâtre, il faut visualiser quelque chose profondément pour le partager et pour que le public le reçoive. Et c'est incroyable parce que ça s'appelle la transmission de pensée, ça. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire, Camille, que le théâtre est une vraie nourriture. C'est un travail profond. Le théâtre, c'est l'essence de notre métier, je trouve. Enfin. Et puis c'est l'instant, le partage absolu, c'est dingue, la grâce qu'il peut y avoir, ce sacré, quoi. C'est le sacré, le théâtre. C'est pour ça qu'il faut toujours y aller, il faut l'entretenir, il faut que le public y aille, parce que le théâtre souffre, en tout cas à Paris. En province, justement, moins, parce qu'il y a une gourmandise, je ne sais pas, parce que les gens doivent être plus intelligents en province que... Chut, ne dites pas ce que j'ai dit à tout le monde. Le truc passe. Non, mais à Paris, les gens sont très intelligents. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais je rigole pas. Mais ils ont plus de spectacles à aller voir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une espèce de proportion incroyable qui fait que. Et moi, j'ai la chance, à cause. Enfin, La Maman du Bourreau, c'est un spectacle qui est vraiment. Comment dire ? C'est pas une comédie légère, on va dire. Pas du tout. Mais les gens viennent parce qu'il y a un chouette bouche à oreille et que j'ai la chance de ça. Mais c'est long. Je veux dire, c'est un travail. C'est ardu. Mais moi, j'aime ce travail-là. J'aime que ce soit difficile. C'est ça en fait le truc. Je crois. Non, je vous en prie. Mais justement, on va regarder quelques images de Je suis la maman du bourreau que vous jouez actuellement. Vous allez voir, vous allez rigoler. Ça va être. Mon fils est prêtre. Était. On avait retrouvé son corps sans vie, étendu dans le salon du presbytère. Madame de Mirmont, votre fils, le père Pierre-Marie, avait-il des raisons de se donner la mort? Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Un homme, lui aussi victime, décide de briser l'omerta en témoignant à visage découvert. Il s'agit de témoignages grotesques. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Mon fils, mon Dieu, ma chute. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Je donnerai pas mon pardon. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Je donnerai pas mon pardon parce que cet homme m'a tué. C'est à péter de rire. Non, c'est un spectacle que j'adore. Merci d'avoir passé cet extrait. Et que je vis tous les jours en ce moment. Et c'est un livre de David Lelailo qui s'appelle « Je suis la maman du bourreau »,
que je vous recommande chaudement, qui est un bouquin absolument dément sur l'amour d'une mère, l'amour pur et magnifique, pas du tout, comment dire, fou, je sais pas. Elle aime son fils qui est prêtre, elle pense que c'est un homme pur et merveilleux, et en fait, c'est un monstre. Voilà. Et en fait, c'est très beau parce que c'est à travers son regard à elle, quoi. C'est-à-dire comment fait une mère quand elle apprend que son fils qui est prêtre est un monstre. Je ne dirais pas le mot exprès qui réduit la monstruosité même à un seul mot. Mais voilà, et c'est très beau parce que c'est plein d'amour. Et comme disait Laurent tout à l'heure, donc toujours mon agent, tout est une question d'amour en fait. Pour moi, mon métier, il est là pour aussi aller dans des grands voyages sur le sacré, sur l'espoir. Cette femme est pleine d'espoir. Elle a une foi qui est absolument magnifique. Et la foi n'est pas forcément religieuse. Vous voyez, c'est quelque chose elle croit tellement, elle a tellement d'amour. C'est terrible quand elle sait qu'elle a été trahie. Et c'est un rôle que j'adore aussi parce que le voyage, j'ai choisi ce rôle aussi. Et je suis plus vieille que mon âge. C'est une femme qui a normalement 92 ans. Bon, alors elle ne fait pas 92 ans, mais elle fait quand même au moins 75. Enfin, je veux dire, Et en fait, c'est volontaire. Moi, je veux faire ça parce que c'est ma liberté de femme aussi. C'est ma liberté. Je ne suis pas là pour être toujours... vous voyez, on est là pour pour avoir des voyages dans l'âge, dans tout ce qu'on veut. C'est pour ça, c'est important, ça, je trouve, dans la liberté qu'on a, nous les femmes. C'est une liberté dont on parle rarement, mais je trouve qu'elle est importante. On n'est pas là que pour paraître jeune et belle et machin. Pitié, c'est la dictature de la jeunesse, c'est pas possible. On a le droit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui sont âgés, qui sont plus jeunes que des gens qui ont 20 ans et qui sont tout le temps fatigués, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Puis il y a des gens qui ont 20 ans, qui ont une âme. Moi, je connais un mec qui s'appelle Théo Curin. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Théo Curin, champion paralympique. Il a 22 ans, Théo. Et en fait, il n'a pas 22 ans. Il a 1000 ans de maturité dans sa tête parce qu'il a vécu des trucs fous. Et donc l'âge, c'est très relatif. Et c'est très intéressant de jouer. Bon, il y a des moments où je ne vous cache pas que j'ai envie de me faire belle, vous voyez, quand je vais jouer. Mais là, je ne peux pas. Voilà, j'ai laissé pousser mes cheveux blancs exprès pour ce rôle. Et voilà, et quand je me détruis, vous voyez, voilà, mais c'est comme ça, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se donner totalement pour un rôle et d'aller où on veut, de pas forcément aller où la société vous indique d'aller, quoi. Mais bon, mais c'est du travail, hein, et puis comme je vous dis, quelquefois, j'ai pas envie de pleurer. Quelquefois, je vais sur scène, j'ai envie de rigoler, quoi. Je suis contente, j'ai envie de... Et puis bon, non, mais il faut y aller, quoi. C'est mon métier, c'est comme un sacerdoce, quelquefois, ce spectacle-là. Mais je sais que ça me rend plus forte. Je sais que et puis au début, il y avait pas beaucoup de monde, puis maintenant, il y a plus de monde. Dimanche dernier, la salle était pleine, c'était miraculeux. Parce que voilà, les gens ont peur que ce soit lourd, sinistre. Non, c'est de l'amour. Donc, mais c'est un amour, et c'est très exacerbé. C'est très, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas lisse. C'est comme Maupassant. Maupassant, c'est des grandes oscillations, c'est des grandes émotions. Moi, c'est ça que je veux en fait. C'est pour ça que je suis comédienne aussi. C'est pour ça que dans ma vie, en fait, j'ai besoin de tous ces rôles pour vivre ma vie. Je ne pourrais pas vivre que ma vie. Et ça, je l'ai réalisé parce que j'écris un bouquin en ce moment sur mon métier. Moi, ma vie seule, ça ne me suffirait pas. J'ai besoin de ces voyages, de tous ces personnages qui, en fait, me nourrissent et me font vivre d'autres vies, quoi. Parce qu'en fait, c'est une autre vie. Le temps c'est absolu, le jeu, vous comprenez ? C'est pas jouer, c'est incarner, en fait. C'est absolu. Et c'est une vraie drogue. D'ailleurs, je continue, je vais me mettre à pleurer, mais c'est une vraie drogue. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vivre sans ça. Sinon, ou alors je serais institutrice parce que je pourrais raconter des histoires à des enfants. Et puis les enfants, c'est la pureté. Mais vous voyez, sans vraiment ce voyage commun avec un public, donc au théâtre. Et puis après, c'est ça qui est génial ici, c'est que l'année dernière, j'ai vu
des moments des randonneuses en public. À Tourcoing, on avait projeté. C'était dingue de voir ça en public, c'est merveilleux. Et j'avais vu Besoin d'amour aussi, qui est une série complètement dingue de Fred Hazan que j'adore, en public aussi. Et vous voyez, ce partage, pour moi, il est essentiel, quoi. Il est bon, voilà. Bon. Eh bien, justement, on va regarder un extrait de Besoin d'amour, parce que l'année qui vient de s'écouler a été très, très riche pour vous en série. Enfin, je te donnais ton bain, et je voyais ça, et puis je me disais, ce sera ça son don. Voilà, tu vois, il y a eu Van Gogh, il y a eu Balzac, et puis il y a toi. Je me disais, son don, il sera dans son slip. Ah ouais. Bah oui. Bon, j'avais pas honte, pas du tout honte. Non, non, au contraire, c'est juste que je ne m'intéressais pas. Tu vois, j'avais pas d'allant. C'est pas parce que je suis ta mère qu'il faut que je sois obligée, tu vois, de te voir. C'est chouette de faire des trucs marrants. Moi, là, j'en ai fait un autre rôle comme ça, complètement jeté, avec Joey Starr dans une série qui s'appelle Le Remplaçant, qui va sortir bientôt. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Le même genre de personnage, complètement folle. Enfin, sauf que là, vraiment, elle déteste son fils, quoi. C'est monstrueux. Donc, faire des monstres, c'est vachement chouette. Parce que c'est excessif, c'est complètement dément. Vous aimez aller dans les extrêmes. Ah ben oui, ça, c'est pour ça que ma vie ne me suffit pas. Parce que forcément, il y a des gens qui ont peur de l'extrême. Donc, je leur fais peur. Normal, c'est pas grave. Mais moi, j'adore ce rôle. Et puis la choucroute. Et c'est pareil, dans La Maman du bourreau, je me fais des choucroutes, des machins, des trucs. Voilà, mais c'est excessif, oui. Mais il y a beaucoup de personnages comme ça dans la vie qui sont excessifs et qui sont magnifiques, quoi. Et là, le prochain, c'est un proviseur. Et c'est jouissif, quand même, de vous entendre rigoler. Moi, je crois que le prochain spectacle que je vais faire, ça va être une comédie, quand même, parce que c'est... Ah non, parce que pleurer, si je pleure comme ça encore tout le temps, je vais me dézinguer la gueule, quoi. Non, mais c'est vrai, je veux dire... donc, à un moment donné, il faut arrêter, il faut voir les... Oui, parce que ça ravage. Ça ravage, on dit que ça ravage, non? C'est un verbe, ravager? Hein? Oui, je pense oui, que ça ravage de pleurer. Il faut crémer, il faut du masque, de la crème. Enfin, tu vois, c'est un truc... Non, ça creuse. Enfin, voilà, il faut rire, il faut se décoincer le plexus. Oui, voilà, oui. Parce que dis donc, voilà. Donc, mais là, pour l'instant, voilà. Mais bon, voilà, je vous laisse continuer. Merci. Alors, ensuite, il y a eu, à la même époque, l'année dernière, il y avait Les Randonneuses aussi, sur TF1. Cette série était loin d'être anodine pour vous, puisque comme tous ces personnages féminins, vous avez lutté contre un cancer. Je vous propose de voir tout d'abord un extrait, 2 passages de la série. C'est vrai que la voiture 13, ça aurait pu nous porter malheur, puis ça aurait été dommage, vu la chance qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui. Et vous, ce serait la 62, s'il vous plaît. Mais soyez sympa, elles ont un cancer. Oh. Ah quoi, il faut bien que ça serve à quelque chose, hein. Putain de merde! En plus, de crever ce putain de cancer. C'est moi qui vais le crever. C'est moi qui vais le foutre en l'air. Voilà, je suis tellement content d'avoir le dernier mot, tu peux pas savoir. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis désolé. J'ai pas le choix. Non, Amy, fais pas ça. Lâche-moi! Alors, merci d'abord à Fanny Riedberger, la productrice de cette série. Évidemment, non, c'est une chance incroyable de jouer et d'incarner une femme qui a un cancer et qui en sort alors qu'on a eu un cancer et qu'on en est sorti. C'est absolument incroyable. C'est une chance. Quand je vois ça et quand je célèbre ça avec vous et que j'ai eu ce prix l'année dernière, c'est un cadeau du ciel et de la vie qui est absolument... que je souhaite à toutes les personnes qui traversent cette maladie, qui l'ont eu, je trouve ça... c'est un cadeau dingue du ciel parce que c'est invraisemblable. C'est miraculeux, en fait, si vous voulez, de vivre ça. De pouvoir, quand je revois cette scène,
je pense exactement ce qu'elle dit, en fait, Noémie. Je pense vraiment comme elle. Je pense que quel est le connard qui a inventé ce truc de mort de cette longue maladie, et puis tout ça, et puis tout ce que ça... Parce qu'elle pense que, en fait, voilà, que sa vie est foutue, elle veut se tuer, en fait, pour toucher le fric de l'assurance. Vous vous rendez compte ? C'est dingue, parce qu'en fait, la banquière avant lui dit oui, vous savez, le cancer n'est pas, je sais pas quoi, une cause de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on peut pas... Bon, bref. Donc, je voulais vous dire ça, et pour vous faire rire, je voulais vous dire un autre truc très, très marrant. C'est que quand j'étais debout au bord de cette falaise, qui évidemment, en vrai, n'est pas aussi profonde, hein, parce qu'ils ont peur qu'on tombe, les acteurs, j'avais un filin. Bon, mais ça, c'est... Mais j'étais là, cette scène, on l'a faite, et on l'a refaite, et on l'a refaite, vous voyez. Et en fait, souvent, je hurlais, je disais, mais je vais sauter, et puis je hurlais vraiment. Et il y avait en bas, il y avait un groupe de gens qui faisaient du kayak, vous voyez, des trucs. Et je hurlais, mais je vais sauter, j'en ai marre de sauter, j'en peux plus, machin. Et en bas, ils disaient, mais saute. Alors ça, j'aime mieux vous dire que pour se concentrer... Ah, c'était super dur. Donc, je faisais comme si je ne les entendais pas. Enfin, c'était à hurler de rire. Mais donc, voilà. Et puis surtout, vous savez, moi, j'ai rencontré des femmes qui ont le cancer, qui viennent d'ailleurs souvent voir le spectacle, parce que, voilà, on les invite, parce que... Les émotions, vivre des émotions. D'ailleurs, je pense que le théâtre, le travail sur les émotions dans le théâtre est vraiment quelque chose qui peut guérir, qui peut aider à guérir en tout cas, parce que c'est vraiment un voyage et une plongée comme ça dans des émotions. Et elles adorent venir voir le spectacle. Et donc, j'ai rencontré ces femmes grâce à la maison Rose Up. Il y a 2 maisons Rose Up, il n'y en a pas à Lille malheureusement. Il y en a une à Paris, une à Bordeaux. Et ce sont des endroits où vous êtes reçus et on vous accompagne. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous aide, on vous donne des conseils. Et c'est tellement génial parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a eu un cancer et quand on en survit ou quand on est dedans, on a du mal à être compris parce qu'on est dans une société qui est assez taboue là-dessus. On peut pas dire j'ai un cancer. On peut pas dire à un dîner quand on vous dit ça va, comment tu vas, dire oui j'ai un cancer là, mais en fait ça va, j'ai été guéri, je vais être en chimio, mais tout va bien. Les gens vont vous regarder et vont se dire mais elle va mourir là. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors après, même encore maintenant, il y a des gens. Alors maintenant, les gens sont tellement sympas parce que j'ai écrit un bouquin sur la guérison. J'ai voulu en parler pour lutter contre ce tabou. Vous voyez, c'est pas pour parler de moi forcément, c'est vraiment pour parler de tous les cancers. Mais c'est une épidémie. Je suis sûre que dans la salle aujourd'hui, il y a des gens qui sont touchés de près ou de loin par cette saloperie. Et donc c'est vrai que plus on en parlera, plus ça dédramatisera. C'est pas que ça, c'est-à-dire que c'est horrible comme maladie, mais on peut en guérir. C'est-à-dire que c'est un combat, le cancer, c'est pas la mort. Tous les gens qui traversent ça sont en combat, se battent quoi. Ils sont pas morts, ils sont quelquefois bien plus vivants que des gens qui ne se battent contre rien. Enfin, je veux dire, je dis pas qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça ? C'est pas méchant, c'est juste que moi j'ai vu des femmes et des hommes extrêmement vibrants, extrêmement comme ça, parce que. Voilà, et quelquefois, c'est parce qu'on ne peut pas en parler. Vous voyez, c'est un secret, c'est dommage. Donc petit à petit, parce qu'avec Florent Pagny, avec d'autres personnes connues qui en parlent, et c'est bien, il faut, et en plus, ça participe à la recherche. Je sais ça parce que j'ai participé à une jonquille. En ce moment, c'est une jonquille aussi. Vous savez, ça pour la recherche, hein, le jonquille contre le cancer, pour la recherche contre le cancer, l'Institut Curie. Et ils m'ont appelé et j'ai été avec eux et j'ai rencontré des chercheurs et des chercheuses. Et en fait, plus si vous voulez, plus on pourra parler du cancer sans associer forcément le cancer à la mort, plus on osera aller se faire dépister sans avoir peur d'avoir l'épée de Damoclès ou le jugement ou le verdict terrible. Et du coup, plus on va se faire diagnostiquer, plus la recherche avance. Parce que du coup, on nourrit, si vous voulez, notre participation en se faisant consulter et diagnostiquer. On nourrit la recherche. J'ai appris ça, parce que chaque cancer, évidemment, est différent. Bref, tout ça pour dire que vraiment, voilà, il faut en parler. Et puis, et que je pense évidemment à tous ceux qui traversent ça. Quand je vois ça, voilà, moi j'ai fini, si tant est qu'on ait fini. Parce qu'après, il faut se rééduquer à la vie, à vraiment se dire que c'est derrière, que voilà, parce qu'il y a toujours cette idée qu'il y a un terrain de cancer, enfin, tout ça, il faut
Il faut dégager le truc. Mais voilà, mais c'est vrai. Mais vraiment physiquement, il faut le faire. Moi, je fais des fois, je fais comme ça. Voilà, chacun son petit truc. Hein, et le rôle de Noémie vous a valu l'année dernière le prix de la meilleure actrice. Oui, alors ça, c'est le comble. Alors, ici, à Cérimania, vous aviez prononcé un discours mémorable et je vous propose de le redécouvrir. Oh, d'accord. Peut-être pas la Corée tout de suite pour Clémentine. Quel kiff. Quel kiff. Bonsoir. Cancer heureuse. Actrice cancer heureuse. Cancer happy. Happy actress cancer, whatever. J'ai préparé un mot. Moi, j'ai peut-être double dose de minutes, s'il te plaît, parce que j'ai double récompense. Il y a des moments dans la vie où on vit des miracles, en fait. C'est la première fois d'abord, merci Cérimania, merci à Lille, où j'ai habité, enfin on s'en fout, mais oui d'accord, ok. Le lycée Pasteur, et merci à ma maman qui m'a emmenée au théâtre ici, et qui m'a fait tomber dans cette addiction de la passion, de la créativité. Je voulais vous dire merci, vous avez applaudi tous ces héros. Je voulais partager ce prix avec tous ceux qui m'ont accompagnée. Je suis tellement chanceuse moi-même d'être sortie de ce putain de cancer. Donc vraiment, c'est un miracle. Donc merci à Fanny Riedberger qui s'est battue comme une lionne pour qu'une série existe en France sur cette maladie et sur la comédie, une façon de la porter en rigolant, en faisant de l'autodérision, car tous les êtres qui se battent pour cette maladie, contre cette maladie, ont toujours un humour, car c'est dans la maladie, dans la fragilité de la vie, que les êtres sont toujours le plus vibrants, que ce soit dans des pays, que ce soit dans des maladies, que ce soit dans des contraintes, des enfermements de genre physique, n'importe quoi. C'est toujours là qu'on est le plus vivant, le plus vibrant. Bon, alors pardon, c'est le bordel, pardon, voilà. Je voulais dire merci à mes partenaires, à ces actrices, car nous ne sommes, et à Fred Berthe qui était le réalisateur, car nous ne sommes que le regard de l'autre, nous ne sommes que l'écoute de l'autre acteur ou actrice qui nous porte, qui nous met en lumière. En fait, donc merci à Camille Chamou, à Joséphine Demeaux, à Alix Poisson, à Claire Borotra, à Tiffaine Davio, à Lucien Jean-Baptiste, à Jérémy Crédville, à Baptiste Le Caplin, j'en ai oublié, putain de bordel de merde, Maxence, voilà. Donc je voulais vous dire merci, et j'ai fini, et je remercie aussi donc Fanny, je t'aime. Bravo d'avoir fait ça. Nous avons fait ça pour des êtres que nous aimons, qui sont en vie, et même pour ceux qui ne sont pas là, parce qu'ils sont encore en vie, parce qu'on pense à eux. Voilà, je crois que j'ai fini, mais de toute façon, ta musique, elle est super. Merci Clémentine. Non. Allez. Je remercie mes enfants qui m'ont tous poussé toujours pour l'exigence. Et merci à vous. Vive Lille, vive Cérimania, vive Laurence, merci. Et cancer, fuck le cancer. Pardon. Non, j'ai pas dit merci à TF1, donc pardon, je dis merci à TF1, parce que c'est le diffuseur, voilà. Merci. TF1. Bon, on enchaîne. Qu'est-ce que vous voulez faire après ça? Alors, on va peut-être... Oh, bon, non. Poser des questions. Oui. On leur demande de me poser des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Vous avez des questions encore à me poser? Non, j'ai fini. Sûr, non, Camille, vraiment. Non. Non, mais c'est parce que c'est tellement rare de pouvoir parler au public. Non, mais... Ça va, sûr, hein. On s'était prévu qu'on conclue comme ça. C'est vrai, génial. Super. Non, mais pardon. Non, mais moi, je crois qu'on peut applaudir Camille parce qu'elle avait un sacré trac.
C'est juste pour le plaisir. Eh bien, la parole est à vous. On va vous faire passer des micros. Il y a une dame qui est là devant, juste devant. Et puis il y a un monsieur et... Bah, pour qu'on vous entende. Il y a un micro derrière qui arrive. Bonjour Clémentine, ça marche? Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour Clémentine, alors déjà moi je voudrais vous remercier d'être venue vers nous, vous remercier pour vos messages, pour votre humour et pour tout en fait. Merci d'être ce que vous êtes, surtout changez pas. Merci. Et alors j'avais une petite question, donc on est à Série Mania, est-ce que vous-même vous regardez des séries chez vous? Et est-ce que, si oui, lesquelles? Est-ce que vous avez une préférence? Oui, je regarde des séries, oui. Et je regarde beaucoup d'acteurs qui m'inspirent, qui sont comme des leçons, quoi. Oui. Là, je regarde... Oui, je regarde des films aussi, parce que c'est important de regarder aussi des films. Mais récemment, j'ai regardé des trucs comme... J'aime beaucoup Happy Valley. Happy Valley, c'est une série anglaise sur une policière, une flic qui est géniale, parce qu'on est vraiment dans le monde des gens, du peuple, quoi. Et puis j'ai regardé Big Little Lies, j'aime bien regarder les séries anglaises aussi. Mais je peux pas vous dire là tout de suite quoi, parce que j'ai la tête qui fume. En plus, j'ai peur d'avoir vexé Camille. Non, pas du tout. Alors que je vous aime beaucoup, c'est elle qui m'a interviewé pour... Bon, bref, pardon, mais oui, j'en regarde, oui. Mais j'en regarde, quelquefois, je regarde la même plusieurs fois, parce que ça m'intéresse, surtout les acteurs anglais. J'aime bien les voir jouer, avoir le temps et tout ça, et j'apprends avec eux, quoi. J'apprends. Il y a plein de choses qu'on apprend. On en fait toujours trop. Enfin, moi, je sais que j'en fais toujours trop quand je joue. J'ai toujours besoin de les mains. J'ai vu ça quand il y a des extraits de... Pas quand je suis dans les légumes avec Jean-Luc Anglade, mais vous voyez, tout le temps vouloir... Il y a des personnages... il faut être... Voilà, donc c'est un apprentissage. Donc oui, ça m'apprend. Puis ça me fait rêver. J'adore. Je trouve ça... C'est étrange, d'ailleurs, l'addiction à une série. Hein. Alors moi, j'adore quand ils s'embrassent. Quand il y a des amoureux dans une série, il m'est arrivé de rester jusqu'à 7h du matin. C'était une série, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait un espèce de couple de 2 flics, vous voyez, mais genre, et pas couple, quoi. Ils s'aimaient bien, ils se tournaient autour. Et moi, j'ai attendu jusqu'à 7h du matin qu'ils s'embrassent. Et ils ne se sont pas embrassés, en plus. Et je me souviens qu'on habitait... Alors, mon fils habitait... il avait sa chambre. Moi, j'étais dans le salon. À l'époque, j'avais pas trop de fric. Et alors, donc, pour sortir, il fallait qu'il passe par le salon. Et je me souviens que je me suis caché. Il est passé comme ça à 7h. Je me suis caché parce que sinon il m'aurait engueulé. On m'a dit mais tu dors pas à 7h du matin, tu regardes encore cette série. Vous voyez, parce que nos enfants nous engueulent quelquefois quand on fait des conneries. Et donc voilà. Donc oui, j'aime quand les gens s'embrassent. Moi, les amoureux, c'est comme ça. J'attends qu'ils s'embrassent. Mais je vous jure. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu The Morning Show. Vous avez vu un peu, c'est avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et tout ça. Bon, bref, c'est 2 femmes très, très machin. À un moment donné, Jennifer Aniston rencontre... c'est nul. C'est vraiment là... Moi, j'adorais Côte Ouest quand j'étais plus jeune. Parce que ça s'embrasse dans Côte Ouest. Oui, ça tombe amoureux, ça détombe amoureux. Moi, je suis très, très comme ça. Moi, je suis un peu... voilà. Et donc, et là, à un moment donné, elle tombe amoureuse d'un gars. Et ben, j'ai attendu qu'ils s'embrassent. Bon, ils s'embrassent, à un moment donné, ça qui est bien. Voilà, enfin, c'est nul, mais bon, voilà. Pour vous dire, voilà, tout. Comment? Ah ben oui, mais j'étais pas là hier, j'étais au théâtre. Ben oui, il fallait venir, il fallait quitter le public, et voilà. Mais oui, comédie romantique. Ben oui, moi j'adore. Alors une dame là-bas qui veut... Camille, qu'est-ce que... Voilà. Monsieur, il y a un micro qui se balade quelque part. J'avoue que je ne sais pas où il est. Non, je vais y aller comme ça. Bonjour Clémentine. Bonjour. Déjà, bravo pour votre carrière. Alors, je vous rassure tout de suite, moi, je n'avais absolument pas remarqué que vous aviez des cheveux blancs. Au-delà de ça,
pour effectivement ce que vous disiez. Alors je voulais déjà vous féliciter parce que vous êtes l'une des rares artistes à parler avec autant d'humanité de sujets dont on ne parle pas assez dans notre société, hein, le cancer, le VIH, le handicap, puisque vous parliez de Théo Curin tout à l'heure. Et finalement, dans toute la richesse de votre carrière, moi j'avais une question, c'était de savoir quel rôle finalement vous rêveriez de jouer et qu'on ne vous a pas encore proposé. Ben, en fait, ce que je suis en train d'écrire, un scénario. Hier soir, j'ai rencontré une réalisatrice, grâce à Laurence, avec qui on a eu l'idée d'un autre thème. Je peux pas dire trop quoi, parce que, tu vois, je me permets de te tutoyer. De toute façon, voilà, voilà. Mais il y a plein de trucs que je vais faire. Tu vois, le prochain rôle, là, il y a un prochain rôle dans une prochaine série qui s'appelle Mémoire vive, où je fais une femme qui a Alzheimer et qui devient psychopathe. J'adore ce truc, je te jure. Alors ça m'excite, mais à mort. Je vais faire ça. Mais et en plus, elle devient pas psychopathe gratuitement comme ça. Elle devient psychopathe parce qu'en fait, elle veut, avant de partir, quoi, de mourir et d'oublier tout, elle veut régler des comptes qu'elle n'a pas pu régler avant. Parce qu'elle est greffière. Non, mais c'est vachement beau. C'est génial, je vous jure. Et j'ai très, très hâte. Je vais tuer des gens, en vrai. Enfin, en faux, je veux dire. Non, mais évidemment que c'est de la fiction, c'est des trucs. C'est comme les cow-boys et les Indiens, quoi. Tu vois, voilà. Mais donc, après, il y a des choses au théâtre. J'aimerais faire un rôle d'homme, par exemple. Ça, j'aimerais être un homme au théâtre, vraiment. On a pensé à ça avec un de mes fils. Caligula, des trucs comme ça, tu vois, des trucs monstrueux, quoi, des trucs machin. Mais bon, on va voir. Sinon, Sarah Bernard, j'adorerais jouer Sarah Bernard. J'adorerais jouer, je sais pas, Absolutely Fabulous. Alors ça, la jeunesse qui est là, regardez Absolutely Fab, ça s'appelle. C'est complètement dingue. C'est deux folles qui sont dégénérées. Enfin, mais c'est très drôle. C'est très anglais. C'est très voilà. Il y a plein de choses que j'ai envie de jouer et que je jouerai et que voilà. Et puis surtout des histoires d'amour impossibles qui sont rendues possibles par l'amour de. Vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien les histoires d'amour. J'adore. Et enfin voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Alors, le monsieur qui attend, pardon. Le monsieur qui attend là. Ah ben voilà, ben écoute, après. C'est qui? Voilà, allez-y. Bonjour Clémentine. Bonsoir. Je tenais à vous féliciter pour cette masterclass. C'est l'extrait des randonneuses que j'ai vu l'an dernier m'a beaucoup touché. Et récemment, j'aimerais vous poser une question. C'est concernant Un destin inattendu, parce que vous avez joué dans Un destin inattendu de Sonia Rolland. Et en fait, c'est un téléfilm que j'ai eu la chance de découvrir en Belgique en avril dernier, parce qu'il a été diffusé en Belgique sur la RTBF. Et en fait, c'est un film qui m'a complètement redonné confiance en moi, parce que je me suis identifié au personnage de Nadia Rigaud, qui est interprétée par Sonia Rolland, par Esther Rolland, et qui est l'alter ego de Sonia Rolland quand à l'époque elle avait fait Miss France. Et en fait, je m'identifie parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai souffert de harcèlement et que je ne me suis pas laissé abattre. J'avais pas du tout confiance en moi. Et à la fin du téléfilm qui avait été diffusé sur la RTBF, en fait, j'ai des amis, ils m'ont dit bon, on va t'inscrire, tu vas tenter. Et en fait, je persévère et je prends tout simplement confiance en moi. Et j'avais une question, c'est concernant votre personnage, parce que vous incarnez dans le téléfilm l'alter ego de Geneviève Leblanc, qui était l'ancien bras droit de Madame de Fontenay. Et moi, j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu, le tournage et votre personnage. Super bien, parce que là, je devais être belle, alors j'étais contente. Et j'avais une belle coiffure, je devais être coquette, et ça fait du bien aussi, quoi, de temps en temps, de faire des rôles comme ça. Et j'étais entourée de jeunes filles toutes plus sympas les unes que les autres. Sonia, c'est quelqu'un que j'adore parce qu'elle se bat tout le temps. Alors voilà, une femme qui se bat aussi, qui est tout le temps, qui est très douce, qui a un mélange. Vraiment, c'est une poigne de fer dans un gant de velours, Sonia Rolland. Elle est vraiment très, très. Elle sait ce qu'elle veut, elle est généreuse, elle est brillante, elle est lumineuse. Enfin,
C'était génial de tourner avec elle. J'ai un souvenir merveilleux et j'espère qu'il y aura une suite. Et j'ai beaucoup aimé le film et l'actrice qui jouait, oui, elle, jeune, c'est très important d'avoir confiance en soi, hein, ça c'est sûr. Moi-même, tu sais, j'ai pas confiance en moi, hein, donc c'est tout un parcours de vie, quoi. Non, mais vraiment, on dirait comme ça que j'ai confiance. On fait croire qu'on a confiance en soi, mais en fait, non, mais c'est pas grave. Enfin, ça s'apprend, quoi. C'est tout un parcours, ouais, je pense. Et c'est l'apprentissage, quoi, de la vie, quoi. C'est important d'avoir confiance en soi. Il y a des trucs bizarres dans l'éducation, quelquefois. Je sais, moi, que on me disait, oui, t'es pas belle, ou t'es grosse, je sais pas, des trucs bizarres, pour pas que je sois fière, pour pas que je sois crâneuse, tu vois. C'est bizarre, mais ça, c'est des trucs d'avant. Heureusement que là, maintenant, ça évolue avec les nouvelles générations. Et l'autre jour, j'ai dit à une habilleuse, une copine au théâtre, je dis oui, il faut souffrir pour être belle. Elle me dit oh là là, nous, on dit plus ça maintenant. Mais oui. Et bien sûr, de toute façon, on l'a jamais dit pour de vrai, mais quand même, il y avait un côté. Non, il faut pas souffrir pour être belle. Il faut avoir confiance en soi. De toute façon, on fait ce qu'on veut et comme on peut aussi. Enfin, voilà. Mais la confiance en soi, là, c'est. Dans l'éducation, c'est vachement important. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Alors, le monsieur qui est là, alors, il a le micro. Alors après, moi, je ne vais pas organiser le... Voilà. Oui, bonjour. Mais tout d'abord, merci. Bonjour. Merci d'être là. Moi, j'avais une question, c'était surtout par rapport à l'humour. Actuellement, on a l'impression qu'en 2024, on ne peut plus rire autant qu'il y a 20 ou 30 ans. Si on fait tel genre de blague, on peut être taxé de raciste. Si on fait tel genre de blague, on peut être taxé de misogyne. Donc j'aimerais savoir un peu ce que vous pensez de toute cette polémique qui est actuellement. Et est-ce que du coup, vous auto-censurez également dans les blagues que vous pourriez faire? Au revoir, je dis au revoir parce qu'il y a tout un... Salut. J'espère que ça ne vous a pas trop emmerdé, hein. Et vive la vie et ayez confiance en vous. Voilà. Et merci d'être venu. Salut. Écoute, moi je pense qu'on est chacun responsable. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'on ne peut plus rien dire, etc. Sauf que si tu dis quelque chose, on ne va pas me foutre une claque, tu comprends? Si je dis quelque chose que je ne dois pas dire, on ne va pas me foutre un pain dans la figure. Enfin, je veux dire, non. Le pain dans la figure, ça va être sur les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, ça ne représente pas le monde. Moi, je l'ai vécu quand j'ai dit « je suis noire ». J'ai dit « je suis noire » chez Léa Salamé, parce que je suis africaine. Donc, je me sens noire. C'est comme ça me regarde. Alors après, on m'est tombé dessus en disant « oui, mais elle s'approprie tous ces trucs-là ». Je comprends. C'est pas grave. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai dit ça, parce que je suis née en Afrique, et que, voilà. Mais je comprends que ça blesse des gens, et que ce soit compris à l'envers. Moi, je ne veux rien m'approprier. J'ai ma vie, j'ai ma sensibilité, c'est organique, c'est comment on dit, c'est essentiel, c'est viscéral. Et puis, il y a plein de personnes qui l'ont compris, ça. Donc, dans les réseaux, j'ai entendu dire, parce que moi, je ne regarde pas les réseaux, j'ai entendu dire que c'était, oh là là, qu'on me tirait dessus, machin. Mais j'ai eu plein de témoignages dans la rue de plein de gens qui avaient la peau noire, qui m'ont fait des baisers, qui m'ont dit « merci ». Parce qu'ils savent que je me bats contre le racisme depuis que je suis petite. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on dit qu'on peut plus, mais en fait, on fait ce qu'on... Je ne sais pas comment expliquer. C'est nous qui sommes responsables du monde dans lequel on est. C'est nous qui faisons le monde, quand même. Donc, on n'a qu'à pas regarder autant les réseaux sociaux. On n'a qu'à dire aussi ce qu'on a à dire. Parce qu'en fait, pour finir, moi, depuis tout à l'heure, moi, je me retiens de rien avec vous. Peut-être je dis des conneries, mais tant pis, on a le droit de dire des conneries aussi. On a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir une pensée comme ça, libre. Enfin, je sais pas. Mais c'est parce que je me sens bien avec vous, parce que je me dis que la vie est courte, et puis je me dis que... Voilà, donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on est responsable de ça aussi, je trouve. De dire que... J'entends. Mais de dire ce qu'on ressent
Et puis si quelqu'un dit « Oh, ben dis donc, qu'est-ce que tu dis ?» Bon, bah, voilà, il ne va pas vous casser la gueule, vous comprenez? Sauf si vous êtes injuriant, dégueulasse. Il y a d'autres choses qui sont... Et puis en même temps, c'est un passage, je pense que c'est un passage extrême de précaution, vous voyez, qui va vers quelque chose qui sera plus doux. Mais c'est vrai que bon, tout ce qui concerne le harcèlement, tout ça, c'est tellement grave que c'est normal qu'on passe par l'extrême inverse. Vous voyez ce que je veux dire? De plus pouvoir... Moi, j'ai vécu un truc un jour, comme ça, sur un tournage, ça m'a choqué, mais en même temps, une jeune fille c'était un monsieur d'un certain âge, c'était le chef-op. Bon, il était homosexuel, elle ne le savait pas. Alors, il lui dit, dis donc, qu'est-ce que tu es charmante ce matin? Elle lui dit, fais gaffe, je vais t'attaquer pour harcèlement. Mais bon, enfin, il est homosexuel, mais enfin, c'est pas marqué sur son front. Et puis bon, bah voilà, c'est un extrême, mais je pense qu'elle a fait ça parce que peut-être qu'elle a eu des problèmes, elle, avant. Elle a peut-être été attaquée. Alors ça, les violences faites aux femmes, tout ça, c'est encore un truc... il faut en parler. C'est comme le cancer. Hein. Moi, j'ai vu un documentaire que je vous conseille, messieurs et mesdames, de regarder, qui s'appelle Vivante, sur Canal+, qui est sur les violences faites aux femmes. Et il y a une femme qui meurt chaque jour. Et ça, c'est de la prévention, mesdames. Et je ne dis pas ça contre vous, messieurs, parce que c'est même pas une question de ça. C'est que, mesdames, vraiment, moi, je l'ai vécu. En plus, je l'ai vécu. J'ai vécu la violence d'un homme, et c'est vraiment un truc, ça, c'est... Voilà, il y a une prévention à avoir. Il faut partir. Je dis ça, il y a beaucoup de jeunes filles, là. Il faut partir. Et c'est très dur, on ne peut pas parce qu'on aime, etc. Mais les violences, et puis c'est une éducation qu'il faut faire aussi, que les hommes doivent... vous voyez, c'est pas forcément de balancer un homme qu'on aime qui vous bat à la police. Non, non. Parce que en fait, il faudrait qu'il y ait un autre chemin que d'être soigné. Vous voyez ce que je veux dire, de pouvoir aller consulter quelqu'un. D'ailleurs, c'est un truc qui est traité, ça, dans Big Little Lies, que je vous conseille, qui est une série... sur 4 femmes qui sont... voilà. Et alors évidemment, quand les femmes ont vécu des choses... Vous voyez, voilà. Donc on passe forcément dans des extrêmes de l'inverse, quoi. Donc oui, mais en fait, on peut dire, mais c'est simplement qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, et Dieu sait que moi, j'aime m'en dire des conneries. Mais bon, il y a des sujets sur lesquels, en ce moment... c'est très très délicat, quoi, parce qu'il y a des gens qui souffrent, quoi, voilà. Donc, d'ailleurs, il faut traiter ça. Moi, j'ai envie de traiter ce truc-là. Violence faite aux femmes en fiction, ça c'est vachement important, parce que c'est tellement paradoxal, c'est tellement... voilà. Bon, voilà. J'ai pas plombé le... Non. Merci. Bonjour Clémentine. Je suis ici, juste là. Ah oui, pardon. Merci d'être venue nous voir. Vous êtes une actrice extraordinaire et surtout vous faites du bien aux gens. Enfin, moi, je ne sais pas merci, le public, gentil. mais on vous écoute, vous donnez une énergie et on ressent votre énergie et on la prend, l'énergie. Et à chaque fois que je vous écoute à la radio, quoi, après, ça nous fait du bien. Merci. Et il y a peu de gens comme ça, c'est formidable. Merci. Et j'ai eu la chance d'aller vous voir quand vous étiez au théâtre des Mathurins dans Darius. Oui, oh là là, c'était extraordinaire. Ouais. Merci. Et voilà, donc merci d'être venu et merci pour l'énergie que vous nous donnez. Ah non, et ma question, c'est, on a parlé de quelques rôles qu'on a vus là, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et quel est le rôle, si vous deviez en retenir un, celui dont vous êtes le plus fier, celui qui vous a peut-être le plus marqué, lequel vous auriez envie de nous partager, de nous parler. Merci. Mais merci à vous, merci beaucoup. Mais vous me donnez de l'énergie, hein, c'est-à-dire que c'est un échange, c'est ça qui est magique. Le problème, c'est que pour moi, le rôle le plus merveilleux, ce sera celui de demain. Je ne peux pas regarder je n'ai pas ce truc de regarder derrière. Je ne pense pas que ce soit lié au cancer, mais peut-être que si. J'ai envie de tracer, d'avancer, toujours. Et vous voyez, par exemple, ce truc de violence faite aux femmes. Hier soir, j'ai rencontré une réalisatrice, je ne dirais pas qui, par pudeur et par discrétion, mais on a décidé de faire un film là-dessus. Parce que moi, je veux faire un truc là-dessus. Parce que c'est très, très important. C'est tellement comment dire, complexe, que c'est un sujet, c'est un gouffre de... Donc, vous voyez, ça m'intéresse, parce que
il y a plein de femmes qui sont concernées, plein d'hommes en plus, et on ne le sait pas. C'est pas... Et même moi, j'ai mis du temps à en parler parce que c'est un truc qui m'arrache les tripes, quoi. Mais c'est comme le cancer pour moi, vraiment. C'est-à-dire que c'est atroce parce qu'en plus, c'est tellement lié à l'amour. Enfin, vous comprenez, on aime un homme qui est violent, mais on l'aime et il vous demande pardon. Mais quand il vous demande pardon, il vous demande vraiment pardon. Mais il recommence. Enfin, vous comprenez, et comment enfin bon. Mais je reviens là-dessus, pardon. Mais donc, si vous voulez, les rôles de demain, c'est cette femme qui a Alzheimer qui va devenir psychopathe mais aussi c'est la maman du bourreau en ce moment. Et en ce moment, je suis donc au théâtre. J'y vais demain soir. Je serai complètement pleine de tout ce que j'ai vécu avec vous et tout ça pendant le festival. Mais c'est un rôle que j'adore retrouver. C'est comme une sœur, vous savez, quelqu'un qui est dédoublé de vous, que vous fabriquez en fait, et que vous mettez en sommeil. Là, elle est en sommeil dans moi. Vous voyez, Gabrielle de Mirmont, que vous avez vu là, avec son collier et tout ça. Elle est en sommeil. Et elle va se réveiller, mais elle est là en fait, toujours. Et j'adore la retrouver. Il faut la recréer chaque jour. Vous voyez, c'est pas... Mais j'adore aussi, j'ai adoré faire avec Joe Star le remplaçant, parce que je faisais une proviseure complètement folle. Et d'ailleurs, je me suis inspirée de profs que j'avais ici au lycée Pasteur. Non, surtout d'une prof de maths que j'avais au lycée Carnot. Parce que j'ai rencontré... Non, alors, je vous raconte ma vie, pardon, mais j'ai rencontré un gars qui me dit « Bonjour, vous étiez au lycée Carnot ?» Je dis « Oui », il me dit « Moi aussi ». Je dis « Ah bon ?» Je dis « Mais t'étais... » Il me dit « Oui, j'en étais dans la même classe. » Je dis « Bon, salut, comment tu vas ?» Enfin, incroyable, le gars. Bon, enfin, donc c'était un pote de classe, quoi, que j'ai rencontré tout à l'heure. Sa femme qui me dit « Moi, je ne suis rien, je suis que sa femme. » Bon, bah, toi, t'es rien. Enfin, si, t'es... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin bon. Et le mec s'appelle Jean-Pierre et tout ça. Et on a parlé de Ducré et Ducatel, qui étaient deux gars qui foutaient le bordel dans la classe de maths, incroyable, et qui, enfin, ils faisaient des horreurs. Je vais même pas vous raconter maintenant parce que, bon, bref, ça a donné des idées. Non, je rigole. Et cette prof, cette pauvre prof de maths, mon Dieu, elle pleurait de désespoir, quelquefois d'hystérie. Du coup, je me suis inspiré un peu d'elle dans la proviseure, quoi, parce qu'elle était complètement la proviseure. Mais je me suis éclatée à faire ça. Et en fait, le prochain rôle aussi, il faudrait se dédoubler, il faudrait que je fasse 50 000 rôles en même temps, on ne peut pas. Mais le prochain rôle, j'aimerais vraiment faire rire. Ouais. C'est pour ça que le truc de la mémoire, là, l'Alzheimer, ça va être marrant, parce que c'est en même temps drôle, parce qu'elle est un petit pet au casque. Moi, j'adore les personnages qui ont des pets au casque. Forcément, parce que j'en ai un, donc ça me permet de l'exprimer. Je vois que là, on nous dit, hop, il faut arrêter. Ah non, d'accord, on peut continuer. Encore 1 heure, 2 heures, génial. Encore une question, je crois. Je rigole. Voilà, j'ai répondu à votre question. Donc, voilà. Hein, Est-ce que... Meriem, ben oui, j'entends Meriem. Ah, derrière ou Meriem, j'ai entendu? Non, derrière. Alors, oui, pardon, parce qu'il y a une dame. Mais alors, allez-y, et puis ensuite, Je sais pas. Vous repérez, hein? Il fonctionne pas. Comment? Il fonctionne pas. Si, il fonctionne. Si. Ah. Clémentine. Clémentine a un cœur lumineux. Et les êtres qui murmurent dans nos natures, la tendresse et l'infini, nos émotions, et cœur, émotions lumineuses à travers les arts et les regards de l'infinies étoiles. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver à Lille. Comme vous dites, vous aimez les improvisations. C'est comme ça qu'on vous prend, parce que quand vous passez sur la radio de France Inter avec Guillaume Meurice, moi aussi je me suis fait licencier et maintenant je fais partie du Groland, je suis la Marianne du Groland et je me promène avec Licornia parce que je suis handicapée et j'aime bien faire rire les gens et je voulais vous remercier parce que vous êtes une étoile lumineuse et on adore vos combats. Oh, merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport aux randonneuses que moi j'ai absolument adorées. Merci. Et surtout, j'ai trouvé que c'était extrêmement courageux de la part de toutes ces actrices de parler de ce sujet-là, qui effectivement est totalement absent des écrans.
Et donc, je voulais savoir, quand vous avez reçu le scénario, comment vous avez réagi? Est-ce que le fait que vous ayez eu cette maladie, ça vous a fait aborder le sujet différemment que peut-être les autres qui ne l'avaient pas eu? Et puis, je voulais aussi savoir comment vous avez pu travailler avec toutes ces actrices, enfin, comment ça s'est passé? Alors, quand j'ai reçu le scénario, j'étais en tournée de Une vie, le spectacle. Et j'avais donc recommencé à jouer Une vie après mon cancer. C'est-à-dire que j'avais interrompu Une vie à cause du cancer, comme dirait l'autre, c'est une vie de Maupassant. Et ensuite, je reprenais. Et là, j'étais dans le train. J'allais dans je ne sais pas quelle ville et je reçois le scénario et donc je le découvre dans le train. D'abord, je me suis marrée. Je me suis marrée beaucoup, beaucoup. J'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai eu un coup de foudre immédiat. Donc j'ai lu le premier épisode et j'ai lu peut-être deux épisodes, parce qu'après il y a celui de Noémie, enfin chacune a un épisode, et j'ai appelé Laurent Grégoire, mon agent. Je lui ai dit voilà, c'est génial, c'est incroyable, et j'ai appelé Fanny Riedberger et elle m'a rappelé. J'étais hyper impressionnée parce que en fait j'avais du mal à y croire tellement c'était dingue, parce que non seulement le scénario était génial, mais en plus j'avais vécu ce truc-là. Alors ça, c'est pour ça que quand j'ai eu le prix l'année dernière, j'étais complètement perdue par les émotions, parce que c'est double cadeau, quoi. C'est un miracle. Enfin, c'est vraiment un miracle. Enfin, pour moi, vous vous rendez compte, on me guérit de ce cancer et je me guéris aussi, parce qu'on est tous vachement actifs dans notre guérison. Mais en même temps, on me propose de pouvoir exprimer ça. Et l'énergie de tout ça, et les fulgurances, qu'elles soient dans un sens ou dans un autre, enfin, c'est exceptionnel, c'est une chance merveilleuse, c'est un cadeau du ciel. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est incroyable. Et après, voilà, à vos souhaits. Non, je rigole. J'ai envie de vous faire rigoler, c'est horrible, donc je dirais n'importe quelle connerie. Donc voilà, et donc voilà. Ça a été pour moi extraordinaire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Il y a une dernière question du monsieur là-bas. Ah pardon, dernière question du monsieur alors. Avec la casquette. Dernière. Pardon Camille. Hein, non, c'est pas moi. Je vais me faire engueuler moi après. Formidable. Bonjour l'Africaine. Vous avez dit que vous êtes africaine et j'en témoigne parce qu'on s'est vu plusieurs fois à Cannes et vous faisiez de la fête dans ces milieux-là également. Mais je sais que vous êtes une merveilleuse chanteuse également. À quand la prochaine tournée? Bonne question, merci. En fait, j'ai chanté dans la boîte. Moi, j'adore quand il y a... Merci de me dire ça, merci beaucoup. Quand il y a une boîte, j'adore dans les boîtes de nuit, demander s'il y a un micro, puis je prends le micro, je fais du freestyle, enfin, je chante. Voilà. Oui, j'adore chanter, j'adore le jazz, j'adore le soul, j'adore l'électro, j'adore la house, la deep house, comme il me disait hier le DJ. Donc oui, je chanterai ce soir sûrement aussi dans cette boîte qui est, je sais pas comment elle s'appelle. Tu sais comment elle s'appelle, non? Ah non, pas du tout. Non, vous savez comment elle s'appelle, la boîte du festival? Bon, enfin bref, c'est une boîte, renseignez-vous, enfin bon, bref. Hein? Le Tripostal. Alors, le Tripostal, j'y suis allée l'année dernière. Oui, jusqu'à 4h du matin. Mais j'y suis allée. Mais cette année, non, c'était autre chose hier. C'était... Les archives, peut-être. Oui, voilà, merci. Voilà. Alors donc c'est là, alors il y a un bon DJ, on danse, enfin, moi j'adore, de toute façon j'adore danser. Et le problème à Paris, vous voyez, et puis après j'ai fini, je te promets. Le problème à Paris, c'est que après quand j'ai joué, moi j'aimerais bien aller danser, vous voyez, parce que bon, pour me défouler un peu, parce que pleurer pendant 3 quarts d'heure, mais les boîtes, c'est fermé, quoi, au début de la semaine, enfin tout ça est tellement conventionnel. Mais c'est vrai. Non, mais c'est fermé au début de semaine. Les boîtes devraient être ouvertes tout le temps. Enfin, je veux dire, aller danser, c'est quand même génial, c'est merveilleux. Donc voilà, donc au moins ici, je peux danser, c'est chouette. Je voulais vous remercier, puisque c'est fini, de votre écoute, de votre générosité à vous, parce qu'on est toujours que ce qu'on... Comment dire, quand je vous croise dans la rue, vous me dites, oh, qu'est-ce que vous êtes sympa, que vous êtes généreux, machin, c'est que vous l'êtes, parce qu'on reconnaît toujours chez l'autre ce qu'on est soi-même, en fait. Parce que c'est vrai, si vous n'étiez pas... Voilà. Donc merci de votre écoute, de votre gentillesse, c'était génial, et vive la vie, et vive l'amour, et plein de belles choses pour vous. Voilà. Et merci Camille. Merci beaucoup Clémentine. Merci à tous d'être venus.